Alors bonjour Claude Reichmann. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux à Paris. Alors, vous êtes connu pour avoir fondé il y a quelque temps déjà un mouvement qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, la Révolution bleue. C'est comme ça que je vous ai connu en tout cas. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses puisque vous présidez un autre mouvement plus spécialisé sur la médecine cette fois, puisque vous êtes médecin vous-même, enfin chirurgien dentiste. Exactement. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce mouvement et puis nous dire où en est la Révolution bleue aussi? Alors le mouvement que je préside en matière de sécurité sociale est un mouvement beaucoup plus ancien que la Révolution bleue. La Révolution bleue a été fondée en 2005 et le mouvement pour la liberté et de la protection sociale a été fondé en 1991. Donc ça fait plus de 20 ans. L'objectif de ce mouvement, on en parlera certainement, c'était de faire en sorte que le monopole de la sécurité sociale soit abrogé en s'appuyant sur les dispositions européennes. Ce qui a été fait. Nous sommes actuellement dans la situation où, après 20 ans de combat, nous avons réussi à abroger le monopole. Il reste encore quelques résistances, notamment des pouvoirs publics, qui ont évidemment très peur que le magnifique système mis en place en 1945 ne s'effondre, mais nous n'avons pas besoin de pousser beaucoup, il s'effondre tout seul. Ouais. Alors on peut commencer par là peut-être, parce que c'est une décision très importante. Oui. Quand est-ce qu'elle a eu lieu, sous quelle forme, et qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Alors, cette décision a eu lieu en réalité en 1992, puisque ce sont deux directives européennes qui ont supprimé tous les monopoles. C'était une conséquence logique de l'acte unique qui avait décidé de créer à l'intérieur de l'Europe une zone sans frontières, un marché intérieur, dans lequel les produits, les hommes, les services, les capitaux pouvaient circuler librement. Ça entraînait obligatoirement l'abrogation des monopoles, puisque le monopole, par définition, est un obstacle à la liberté de la circulation. Donc nous avons fait ce que nous devions faire, c'est-à-dire que nous nous sommes appuyés sur les dispositions communautaires, avec l'appui d'ailleurs de la Commission européenne, qui a bien compris que c'était essentiel pour l'Europe. D'ailleurs, ce que nous vivons actuellement en Europe est une conséquence, hélas, négative de ce qui n'a pas été fait par la France. La France a torpillé littéralement l'application de ces textes. Elle les a transposés sous notre pression et elle va être obligée de les appliquer, mais avec tellement de retard qu'actuellement la situation économique de l'Europe est très gravement perturbée, parce que l'Europe est une zone de non-croissance, car elle ne s'est pas débarrassée de ce que l'on appelle communément les États-providence. Ce sont les États-providence qui plombent la croissance européenne. Et la France a joué un rôle éminemment négatif dans cette affaire, puisque si la France avait joué le jeu, qui était tout simplement l'application de la loi, eh bien, elle aurait d'abord donné l'exemple qui n'était pas forcément indispensable, parce que d'autres pouvaient le faire, mais c'est là qu'on mesure la capacité de nuisance de la France. Ce qui veut dire qu'elle a aussi une capacité positive. Si elle fait quelque chose de bien, elle peut entraîner les autres. Et quand elle fait quelque chose de mal, elle perturbe l'ensemble du dispositif. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation littéralement catastrophique, tout simplement parce que la France n'a pas fait ce qu'elle devait faire, malgré tous nos efforts. Cela étant dit, l'acquis est acquis, par définition. Et donc aujourd'hui, ceux qui veulent se libérer de la sécurité sociale peuvent le faire, avec quelques petits inconvénients de temps en temps, quelques contestations venant des caisses, mais nous sommes parfaitement équipés pour aider ceux qui le font, et d'ailleurs ils le font de plus en plus nombreux, puisque c'est par milliers maintenant qu'ils se libèrent. Autant les choses ont été longues à se mettre en place, parce que les gens sont tellement habitués à l'idée que la sécurité sociale leur est consubstantielle, qu'ils ne se voyaient pas marcher sur deux jambes, ils croyaient en avoir trois. Or, la troisième jambe ne sert à rien en l'occurrence, puisqu'elle peut être remplacée par quelque chose qui aide à marcher beaucoup mieux, c'est-à-dire une libération et une dynamique nouvelle. Donc actuellement, nous sommes dans cette phase-là, et je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, tout ça va être complètement d'équerre et va permettre aux Français de découvrir une chose extraordinaire, c'est qu'ils sont très bien payés. Ils ne le savent pas, et pour cause, puisque on leur prend énormément d'argent pour les assurer. Rendez-vous compte de ce que serait votre situation. Je ne sais pas si vous avez une automobile, mais probablement, vous n'en avez pas. Donc mon exemple ne vaut pas pour vous, mais il vaut pour beaucoup de gens. Si un automobiliste se voyait confisquer pour son assurance auto 20, 30 ou 40% de ce qu'il gagne, il hurlerait au scandale.
Mais l'assurance auto n'a jamais été posée sur un piédestal, elle n'est pas Dieu sur terre. Alors que la sécurité sociale est une émanation directe du ciel, comme chacun le sait. Et donc nous sommes dans une situation où effectivement les gens ont mis beaucoup de temps à penser qu'ils pourraient vivre sans la sécurité sociale. Et tout d'un coup, ils viennent de le découvrir, car nécessité fait loi, ils ont aussi découvert qu'ils avaient de moins en moins d'argent. Vous savez les chiffres qu'a donné le médiateur de la République, 15 millions de personnes ont actuellement entre 20 ou 30 euros pour finir le mois, dans le meilleur des cas. Et il y a 8 millions de pauvres, il y a plus de 5 millions de chômeurs. Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas, dans ce qui est l'essentiel des réserves que l'on a, c'est-à-dire des réserves d'argent qui sont affectées à autre chose et qu'on peut avoir pour bien meilleur marché. Alors justement, rentrons un peu dans le détail parce que c'est évidemment quelque chose qui n'a pas été médiatisé. À ma connaissance, le fait qu'on puisse comme ça sortir de la sécurité sociale, donc les médias une fois de plus ne font pas leur travail. J'ai même vu une émission sur France 5 qui en avait traité, Michel Simès, sans en parler, sans dire que c'était possible. Par contre, si, il l'avait dit. Il l'avait dit, mais il n'avait pas détaillé comment il fallait. C'est-à-dire qu'une émission de télévision n'est pas à elle seule un élément suffisant, mais ça a été courageux de leur part, ils ont fait cela contre le flux général. Et quant aux médias, il y en a de plus en plus qui en parlent. Il faut quand même signaler qu'il y a eu des médias qui en ont parlé. Il y a par exemple le Parisien, le journal Le Parisien, sous la plume de celui qui était à l'époque le chef de son service économique et social, Jean-Marc Plantade, a fait toute une série d'articles sur ce sujet-là. Mais la caractéristique de ce type d'article, qui était d'ailleurs excellent, très bien argumenté et très honnête, parce qu'il donnait la parole à tous ceux, y compris à ceux qui contestaient nos analyses, ce qui est le devoir d'un journaliste, eh bien, ces articles n'ont jamais été repris. En matière de journaliste que vous connaissez parfaitement, il y a la nouvelle que l'on donne, comme disait Pierre Lazareff, le démenti qui est une deuxième nouvelle, et puis les reprises. Or, les reprises ne viennent jamais parce que c'est un sujet considéré comme glissant, tabou, difficile, disent certains, dangereux surtout, et je pense que c'est la lâcheté de la presse qui a fait qu'on a perdu beaucoup de temps. Car si la presse avait fait son travail comme certains journalistes, comme celui que j'ai cité, il y en a quelques autres aussi, si ces journalistes avaient été repris, eh bien, nous serions aujourd'hui, depuis plus de 10 ans dans la liberté sociale, c'est-à-dire que la France serait en train, non pas de nager dans l'opulence, car la crise est survenue quand même, mais on aurait surmonté cette crise sans difficulté, et aujourd'hui on serait reparti sur des chemins de croissance, alors qu'actuellement nous nous effondrons, et nous nous effondrons d'une manière qui est irrésistible tant qu'on n'a pas changé cela. Alors, dans le reportage de Michel Simès, il rappelait que sur le site de la Sécurité sociale, encore aujourd'hui, il est dit vous risquez la prison si vous quittez la Sécurité sociale. Comment ça se fait? Alors effectivement, il est, paraît-il, établi que l'on risque la prison, ce qui est une pure ineptie, bien entendu. Eh bien, c'est une disposition, il faut que je donne un petit détail quand même, parce que les gens ne comprendraient pas sinon, c'est une disposition qui a été prise en 1995 par un gouvernement qui se disait libéral, et sous la signature notamment d'Alain Madelin. Donc, voilà. Et qui me visait, donc effectivement, à tel point que la presse a appelé cette loi la loi anti-Reichmann, et les lois ad hominem, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et donc, cette loi condamnait à la prison, effectivement, 6 mois de prison, si je me souviens bien, et de fortes amendes les personnes qui incitent les autres à sortir de la sécurité sociale française. Donc c'est une loi absolument... Elle était déjà scandaleuse puisque les directives européennes étaient en place depuis 1992. Donc 3 ans après, on nous sort une loi visant à empêcher les gens de sortir de la sécurité sociale et à mettre en prison le principal instigateur de ces mesures, qui n'est après tout rien d'autre que le porte-parole de l'Union européenne. Parce que ce que je faisais, c'était cela. Et donc... ça m'a fait sourire cette loi doublement, d'abord parce que c'est un petit peu ridicule de croire qu'un mouvement aussi puissant puisse être menacé par le fait qu'on veuille jeter son dirigeant en prison, mais surtout parce qu'elle était non seulement inapplicable, mais illégale, dans la mesure où la plainte que j'ai naturellement formulée auprès de l'Union européenne a eu un effet immédiat, et le gouvernement a retiré sa loi, ou plus exactement il l'a modifiée, car au début, dans le texte initial, il était question de sanctions pour ceux qui inciteraient les gens à sortir d'un régime. Le texte exact était établi par le présent code, c'est-à-dire un régime de sécurité sociale français.
Et le nouveau texte, depuis 1996, donc, indique qu'on ne peut pas inciter les gens à sortir d'un régime de sécurité sociale. Ce qui veut dire qu'il y a une obligation d'assurance, c'est tout. Vous pouvez aller dans un régime de sécurité sociale étranger ou à une assurance privée étrangère. Et donc, la sécurité sociale a établi ils appellent ça un portail, je crois, et ils l'ont fait dans des conditions assez extraordinaires parce qu'ils l'ont fait à un moment où les actions que nous menions étaient de plus en plus dynamiques, elles le sont restées d'ailleurs, et ils étaient affolés littéralement de voir le système risquant de s'effondrer, et donc ils ont, dans toute hâte, établi un portail, seulement c'était surtout en réponse aux articles du Parisien. Et donc ils ont envoyé aux Parisiens un quasi-brouillon de ce portail. Alors le Parisien me l'a soumis, non pas pour violer l'éventuelle confidentialité de leurs sources, mais tout simplement parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait dans ce texte, ils ne comprenaient rien de ce qui était écrit dans ce texte un peu sibyllin et abscon. Donc je leur ai expliqué ce qu'ils voulaient dire. Et j'ai vu à l'occasion du brouillon qu'ils m'ont transmis qu'il y avait quelques annotations très intéressantes, notamment celle-ci: ne pas dire que les caisses de sécurité sociale sont régies par le code de la mutualité. Vous vous rendez compte? C'est un aveu extraordinaire, car le code de la mutualité était celui qui restait à transposer, et c'est celui qui fixe effectivement les règles de fonctionnement des caisses de sécurité sociale. Alors ce portail continue, bien entendu, d'intoxiquer un certain nombre de gens, et d'éventuellement de leur faire peur. Je vous signale toutefois que le directeur de la sécurité sociale au ministère est sous le coup d'une plainte que nous avons déposée, qui est instruite actuellement au pénal par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Donc tout ceci ne s'est pas passé sans que nous nous battions, bien au contraire. Moi je serais eux, je ne serais pas tranquille, parce que nous on est tout à fait tranquille, on sait que nous avons les lois pour nous. Quant à eux, ils les ont violées allègrement. Et je peux vous dire quand ça s'est passé, parce que c'est quand même intéressant dans l'histoire de cette affaire. Lorsque les directives européennes ont été transposées en France par le gouvernement Jospin, que nous avons contraint à le faire à la suite de procès que nous avons gagnés devant les instances européennes, le gouvernement Jospin a pris une ordonnance au mois d'avril 2001 qui transposait précisément le code de la mutualité, qui était le dernier qui restait à transposer. Ce qui veut dire que le monopole de la sécurité sociale était effectivement, dans les faits, abrogé, puisque les caisses devaient le respecter. Donc, et dès le début, nous avons gagné plusieurs procès. Les tribunaux français ont vu ces textes qui sont simples à appliquer, ils les ont appliqués, et donc nos adhérents ont gagné leur procès. Et puis il s'est passé quelque chose en 2004, c'est la fameuse affaire Buffalo Grill. Ouais. Alors ça n'avait rien à voir, bien sûr, avec l'affaire totalement fictive d'ailleurs, hein, qui n'a jamais existé, d'importation de viande anglaise. C'est une douce plaisanterie, puisque le Buffalo Grill est, à ma connaissance, le premier détaillant de restauration de viande en France, et la viande anglaise est en quantité infime. Quelle imbécilité aurait été la leur s'ils avaient importé de la viande anglaise interdite alors qu'ils se fournissaient pour l'essentiel en Argentine et au Brésil. Je le sais puisque c'est le président de l'époque de Buffalo Grill, M. Christian Picard, qui me l'avait indiqué, et je trouve ça très crédible, et d'ailleurs 10 ans ou plus de 10 ans après, rien n'est venu contredire sa totale innocence. Donc M. Picard, qui était à l'époque, président de Buffalo Grill, qui était une chaîne qui devait avoir quelque chose comme 300 ou 400 restaurants, peut-être même un peu plus, dont certains en gestion directe et d'autres en franchise. Et donc, comme c'est un homme qui est issu du rang, hein, c'est-à-dire qu'il a fait sa carrière à partir de rien, il a commencé en étant maître de chef de rang, c'est comme ça qu'on appelle ça aux États-Unis. Il a découvert le système américain que l'on vilipende partout, et lui, il l'a trouvé excellent. Et effectivement, il disait, mais c'est quelque chose qui permet aux gens à la fois d'être bien assurés et d'avoir beaucoup plus d'argent. C'est ça qu'il faudrait faire en France, disait-il. C'est ainsi que je l'ai rencontré dans une conférence que j'étais allé faire dans les milieux patronaux. Il est venu me voir et il m'a dit, écoutez, c'est très intéressant ce que vous faites. Moi, j'aimerais vous aider à faire avancer cette affaire. Et de fait qu'un jour, il me téléphone en me disant qu'il souhaitait que je vienne exposer dans une assemblée de ses restaurants et de ses franchisés les nouvelles règles sociales. Et le hasard a voulu que le Parisien m'ait appelé quelques minutes après. On m'a demandé comment les choses allaient, etc., ce qui se passait. Alors j'aurais dit, je vais faire une conférence devant les franchisés de Buffalo Grill.
Et le journaliste du Parisien m'a dit, mais ça peut nous intéresser, est-ce que vous pourriez nous dire, je ne peux pas y aller parce que j'ai autre chose à faire ce soir, ou non c'était le lendemain, et donc est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Alors quand je suis rentré de cette conférence, le journaliste m'a appelé, je lui ai dit, écoutez, c'est très simple, M. Picard, le PDG de Buffalo Grill, a dit que ceux de ces salariés qui voulaient sortir de la sécurité sociale pouvaient le faire. Il n'obligeait personne, d'ailleurs, ils n'en avaient pas la capacité ni le droit, mais il leur verserait l'intégralité de leur cotisation sociale au lieu de les verser à la sécurité sociale. Donc le Parisien a fait un titre très journalistique, le patron de Buffalo Grill défie la Sécu. Bon, ça a fait un bruit absolument énorme, le gouvernement s'est affolé, et Chirac a pris peur, et il a vu le système de sécurité sociale en train de s'effondrer. Alors il a lâché Xavier Bertrand, Douste Blazy et d'autres sur les antennes pour dire mais pas du tout, on n'a pas le droit, etc. Et à partir de là, c'est là que c'est grave, il a donné aux tribunaux l'ordre, je dis bien l'ordre, de débouter nos adhérents. C'est-à-dire que ceux qui voulaient se libérer étaient systématiquement déboutés, alors que les tribunaux, quelques semaines auparavant, nous donnaient tous raison. Donc séparation des pouvoirs, là... Séparation des pouvoirs, vous avez dit séparation, mon cher cousin, c'était bon, naturellement, c'est une affaire extrêmement grave, et à ce moment-là, le plus grave encore, c'est que Chirac a corrompu la Commission européenne, car il y avait en place un certain nombre de hauts fonctionnaires français à la Commission européenne, qui ont eu pour mission d'obéir à leur État, à la France, et non pas à ceux qui étaient leur patron, leur véritable patron, les instances européennes. Donc ils ont violé leur statut, et les mêmes qui nous écrivaient, j'ai des lettres bien entendu, qui nous écrivaient que bien sûr les directives ont supprimé le monopole, nous disaient non pas du tout, en fait le monopole est bien conservé car les États conservent la libre disposition de leur système social, etc. Donc c'est une affaire, c'est à la fois une affaire d'État, c'est un coup d'État, c'est une corruption de la Commission européenne, c'est d'une gravité extrême. Et tout ça a abouti à ce qu'aujourd'hui nous soyons dans une situation où, au lieu d'être avec des salariés bien payés, consommant, investissant, avec une économie dynamique, nous sommes dans une crise épouvantable. Tout ça parce qu'il y a eu à la tête de l'État à ce moment-là, bon, on peut dire Chirac, mais il a des clones, hein, ce sont les mêmes qui n'ont pas, je dirais pas joué le jeu, il ne s'agit pas de jouer un jeu, il s'agit d'être honnête et d'appliquer les textes. Et d'ailleurs, je dois à la vérité de dire que, bien que je sois tout sauf socialiste, que Lionel Jospin, s'il avait été élu, j'en suis convaincu, en 2002, aurait appliqué les directives. Car il a, dans cette affaire de transposition, il a joué le jeu. Il s'est débattu jusqu'au dernier moment, mais une fois qu'il eut perdu devant les instances, devant la Cour de justice européenne, il a appliqué. Donc la gauche jouait le jeu oui, en fait, de la libéralisation, voilà. Et la droite... le jeu de la nationalisation. Voilà. Bon. Et on retrouve, mais... ce n'est pas la première fois. Alors quand on parle de l'UMPS, ce qui est une expression qui a été inventée par mon ami Jean-Christophe Monique, et qui est maintenant reprise par le Front National, reprise par tout le monde, etc. Alors l'UMPS, c'est vrai, c'est le même système, mais il y a des nuances. Ouais. Voilà. Moi, personnellement, les nuances ne m'intéressent pas beaucoup. Ce qui compte, ce sont les résultats. Ouais, alors là, on a un recul maintenant suffisant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les gens peuvent sortir de la sécurité sociale. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, il y a deux manières principales. La première, c'est par leur société, là où ils travaillent, là où ils sont salariés. Oui. Et l'autre, c'est via leur médecin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux manières et comment les gens peuvent-ils s'y prendre? Alors, ça n'est pas tout à fait exact, ce qui prouve que vous avez encore des progrès à faire, cher Jean Robin. Mais c'est normal, il n'y a pas si longtemps que vous connaissez ces textes et vous allez... Exactement 2 semaines. Voilà, et après cette interview, vous allez évidemment devenir un professeur en liberté sociale. Donc, pour sortir de la sécurité sociale, il y a effectivement 2 façons, mais qui tiennent au statut des personnes et non pas à la personne par qui elles passent. Alors, c'est extrêmement simple. Les personnes qui exercent une activité indépendante, profession libérale, profession indépendante, etc., agriculteurs, sont des gens qui détiennent l'argent de leurs cotisations. C'est eux qui payent les cotisations sociales. Il leur suffit de ne pas payer pour sortir de la sécurité sociale. Ah oui. Alors ensuite, il y a souvent un contentieux qui s'ouvre, mais le contentieux, nous sommes parfaitement équipés pour y faire face et pour protéger tous ceux qui, naturellement, veulent user de leur liberté. Donc c'est un premier point. Le deuxième point est plus difficile parce que le salarié, c'est de lui qu'il s'agit, dépend de son employeur, qui n'est pas d'ailleurs celui qui paye les cotisations sociales, mais celui qui les prélève.
C'est-à-dire que, en fait, vous savez, les cotisations sociales sont divisées en cotisations salariales et patronales, c'est une pure fiction. Il n'y a de cotisation que salariale. Si l'employé ne travaillait pas, il n'y a pas de cotisation. Donc c'est bien son travail qui est prélevé par l'employeur, qui est un simple intermédiaire, exactement comme en termes de TVA, les entreprises ne sont que des percepteurs. Bon, ce n'est pas elles qui décident du taux de TVA, ni du mode de récupération, ce sont des lois. Et donc, pour le salarié, il y a une étape supplémentaire qui consiste à écrire une lettre qui figure sur le site que je dirige, www.claudereichmann.com. On peut le trouver très facilement sur Internet, sur Google. Et donc, ils doivent écrire à leur employeur en leur disant qu'ils ont décidé, le salarié a décidé de se libérer, que l'employeur veuille bien lui en prendre acte d'abord, et deuxièmement, lui reverser la totalité des cotisations sociales sur son salaire brut. Et donc, ce qu'on appelle le salaire complet, c'est ça? C'est ça qu'on appelle le salaire complet, voilà. Et à ce moment-là, il est demandé également de faire part à l'URSSAF de cette décision. Alors l'URSSAF, naturellement, dit non. Alors à ce moment-là, le salarié se retourne, non pas vers les tribunaux, parce que les tribunaux sont dirigés par l'État et ont pour mission de débouter. Donc les tribunaux ne nous intéressent pas beaucoup, à part qu'ils vont naturellement se ranger bientôt à la liberté sociale, parce qu'ils n'auront pas le choix vu le nombre de gens qui s'en vont. Et donc ils se retournent non pas vers les tribunaux, ni bien entendu pas contre leur employeur qui n'y est pour rien, car l'employeur il n'est qu'un intermédiaire. Ils se retournent vers le député, vers le sénateur de son département, de sa circonscription. Nous lui fournissons bien entendu les listes de ces braves gens, en leur disant: Monsieur le député, Monsieur le sénateur, comment se fait-il que je ne puisse pas bénéficier des lois de la République? Ça va être très difficile, et c'est déjà très difficile pour ces élus dont la popularité, ça ne vous a pas échappé, est telle qu'ils jouissent actuellement de l'opinion positive de tout le monde dans le pays. Donc ils n'ont pas une faute de plus à faire, ils vont être obligés de se retourner vers les instances qui dirigent l'État et qui dirigent les ministères concernés en disant: comment se fait-il qu'on n'applique pas les lois? Donc c'est une affaire qui va, à mon avis, exploser très rapidement. Donc les salariés ont tout intérêt à le faire et le plus vite possible, car plus tôt ils prendront date, plus tôt ils pourront rebénéficier ensuite des reversions. Ça peut donner des salaires énormément augmentés. On m'a demandé récemment à combien on pouvait chiffrer ça. Ça dépend évidemment de l'importance du salaire, mais un minimum de 20 ou 30 ou 40% même dans certains cas de rémunération supplémentaire. Donc c'est absolument gigantesque, sans compter le fait, je termine sur ce sujet-là, que on est exonéré de CSG et de CRDS si on s'assure auprès d'un assureur étranger, c'est-à-dire européen. Ça, c'est également un procès que nous avons gagné, et donc qui dit que, c'est d'ailleurs, vous savez, la Cour de justice européenne est en général extrêmement logique. Bon, elle a considéré, alors que la France disait que la CSG était un impôt, elle l'avait voté comme tel, et la Cour européenne de justice, sous notre incitation et notre instigation, et comme une grande fille toute seule d'ailleurs, a dit: bah, écoutez, non, la CSG finance la sécurité sociale, c'est donc une cotisation sociale. Donc là, c'était les frontaliers que nous avions mis en avant dans cette affaire, parce qu'eux, ils la payaient deux fois en quelque sorte, leur protection sociale. Ils la payaient dans le pays où ils travaillent, et puis on leur refaisait payer une protection sociale en France où ils habitent. Donc c'était absolument insupportable. Et effectivement, depuis cette victoire, il y a eu à la suite une ordonnance du mois de mai 2001, dans laquelle il est écrit en toutes lettres que les personnes qui ne sont pas assurées pour la maladie auprès d'un régime français de sécurité sociale sont exonérées de CSG et de CRDS. Vous vous rendez compte le bénéfice que ça représente? C'est énorme. Alors,